effectivement, je suis Benjamin Avignon, co-gérant de la société Avignon Clouet, et voilà 15 ans que nous gravitons au-dessus de la planète architecture. De temps en temps, on plante un petit drapeau là où une commande veut bien nous recevoir. Donc effectivement, tu as évoqué le titre de Caribe dans Scylla. Titre un peu ambivalent, effectivement, donc de mal en pis. Est-ce que l'architecture se porte bien? Moyennement, quand même. On a un petit peu de difficulté à trouver du travail. Et en même temps, ça raconte aussi, pour moi, l'histoire du processus et d'aller un peu au-delà de ce qu'on peut avoir comme idée préconçue, en fait, qui peuvent être nos Charybdes ou nos Scylla, et pour aller justement dans une espèce d'au-delà et d'essayer de trouver, à inventer un peu autre chose, quoi, et continuer son odyssée tel Ulysse. Juste en préambule, quelques petites photos, mais vraiment à la va-vite, sur ce qui m'intéresse en fait en architecture, donc la notion du temps, le chantier, le rapport au climat pour la photo de gauche, le faux semblant aussi pour la photo de droite, la poétique absolue de l'assemblage que nous mettons, à laquelle nous mettons une attention toute particulière dans nos constructions. Effectivement, un architecte n'échappe pas à la rencontre d'un matériau avec un autre, et c'est un peu comme la poésie, quand un mot rencontre un autre pour la première fois. L'architecture, nous on essaie de trouver des assemblages sur des matériaux qui ne sont pas forcément faits pour se rencontrer. M'intéresse évidemment en tant qu'architecte au démantèlement, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de réhabilitation et on se pose la question de savoir jusqu'où on s'arrête quand on démonte quelque chose, qu'est-ce qui fait patrimoine aussi. Il y a aussi une grande partie de mise en scène dans l'architecture, donc on essaie aussi dans nos projets de positionner en fait les choses pour qu'elles puissent être dans un récit narratif. La macro et le micro aussi m'intéresse, c'est-à-dire le changement d'échelle. Vous verrez que c'est un bon moyen pour inventer des petites machines à rêver. Justement, les machines, une petite passion pour la machine ou le mouvement, c'est vrai qu'il y a un caractère un peu immuable dans l'architecture, c'est la statique, quoi, donc ça bouge pas en fait. Et donc nous, on s'attache parfois, même souvent, à essayer de créer un mouvement ou une mécanique qui permet que l'espace devienne un peu autre chose et se mette en mouvement en fait. L'anachronisme aussi, effectivement, comme on intervient dans des sites parfois patrimoniaux, voilà, j'aime le contraste entre le contemporain et le patrimoine. La notion de patchwork, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce souci de rencontre des matériaux les uns que les autres. Ça, on pourrait appeler ça une sorte de phagocytose aussi, que l'architecture, bon là, la porte de garage est quand même pas une merveille d'architecture, mais l'idée c'est que on fasse simplement un avec son contexte, quoi. Et puis évidemment tout ça pour fabriquer de l'hybride, la famille Obino qui a 6 orteils. Je pense qu'on essaie d'être le 6e orteil de l'architecture, d'aller sur des terrains un peu inconnus, et c'est par le croisement en fait de références, d'interférences que on peut imaginer autre chose en fait. Ça c'est une lutte perdue, mais c'est tout ce que je déteste en fait, c'est la série. Et pourtant, effectivement, comme l'a dit Francis Rambert, voilà des nouveaux terrains que les architectes peuvent réinvestir, puisque les lotisseurs sont infoutus en fait de customiser leur propre construction. Donc voilà peut-être un nouveau territoire pour nous à exploiter. Après, tout ça nécessite beaucoup de production. À gauche, c'est le rendu d'une esquisse pour un client. Et puis à droite, un peu les distorsions qu'il faut faire aussi intellectuellement, j'allais dire, pour produire un peu autre chose que ce qu'on connaît. Je pense qu'il faut un peu d'insolence aussi. Malgré tout, on voit que cette gargouille n'a pas échappé sans doute à une réglementation sur les eaux pluviales, et donc on lui a bouché son orifice. Voilà, c'est un peu la bêtise de la réglementation. J'ai envie de dire, men can peace, serre tes cuisses. Voilà une petite dédicace de 2011 de Claude Parent,
avec qui j'ai eu le privilège de passer un petit moment dans un petit salon en banlieue nantaise. Et on avait discuté, et puis je lui avais dit, en archi, il faut rien lâcher. Et du coup, voilà, il est marqué à Benjamin Vignon, cet architecte qui à Nantes vient de confirmer un dicton salutaire, ne pas lâcher, courage et espérance. Donc on continue. Comment a commencé cette petite histoire, effectivement, de 15 années, c'est par le matériau, en fait. Donc, c'est pas par la commande, en fait, c'est par l'expérimentation. Donc, voilà, j'ai fait tout un tas de petites expériences, en fait, sur la transformation de matériaux que j'ai essayé d'assembler et que j'ai essayé de transformer, parfois chimiquement, parfois via d'autres procédés. Je me suis intéressé aussi via la maquette au départ sur une sorte d'ingénierie intuitive en fait. Comment est-ce qu'on peut faire une forme à partir de matériaux différents, trouver des matrices, etc. Donc c'est vraiment de l'intuition du bricoleur en fait. La question de l'enveloppe aussi et du passage de la lumière. Donc tout ça sont des petites expériences de fabrication. Voilà, j'avais coulé des plaques de résine que j'avais armées avec de la végétation, martelé des plaques de plomb pour créer des paysages, etc. Et tout ça, a fait un stand en fait en 2000 à l'Arsenal, donc à la Biennale de Venise pour Duncan Lewis. Donc il m'avait commandé en fait une série de maquettes, mais qui étaient dans ce processus-là. Donc ensuite, ce travail de maquette, il continue aujourd'hui par une mise en scène en fait photographique de petites maquettes qui sont faites de briques et de broc en fait, un peu de petites maquettes spontanées. Voilà, donc on travaille avec un photographe, Cédric Chassé, et on essaie de trouver en fait une espèce de mise en tonalité en fait avant d'aborder un projet via ces petites maquettes, un petit peu comme si on accordait notre instrument de musique pour trouver la bonne tonalité. Voilà, essayer de trouver ce qui va nous conduire en fait dans le projet. Donc voilà, il y a toute une petite série comme ça de petites, comme des petites fables en fait. Pour moi, il n'y a pas au préalable d'une architecture, il y a forcément une petite histoire qu'on se raconte, et c'est à partir de cette petite histoire qu'on va créer du développement. Voilà, ça c'est la maison de mon plombier. Donc malheureusement c'est un projet sans fuite. Voilà. C'est bon, Stéphane ? Tu me dis si c'est bon. Donc en fait toutes ces petites recherches en fait se sont cristallisées sur un premier concours qu'on a fait avec mon associé, donc Saweta Chloé, pour une revue japonaise qui s'appelait la Schmürtzhaus, et dans lequel justement on essayait de synthétiser en fait ces petites recherches qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs, j'allais dire un peu l'espèce on essaie que les espaces en fait puissent se fractionner quelque part en particules élémentaires, et on s'intéresse plus à la question du manger, du ranger, etc., que de la notion de pièce. On essaie de déconstruire la notion de pièce, quoi. Donc là, on retrouvera des choses qui, dans cette petite maison qui avait été remarquée pour cette revue japonaise, on retrouvera dans les projets construits, en fait, des problématiques qui avaient été soulevées, c'est-à-dire des espaces hyper condensés. Ici, on avait construit un petit bunker qui faisait salle de bain, des circulations verticales qui permettent effectivement de développer les usages en fait via une distribution en hauteur en fait, la question des enveloppes, etc., quoi. C'est pour ça que je montre voilà. Ensuite, je vais vous parler effectivement de diversité, donc vous allez être un peu assommé de diapositives, mais en même temps, je me suis posé la question de savoir si j'allais faire une sélection en fait dans les projets. Et en fait, ça serait pas parler de nous, parce que on a des commandes qui sont très diversifiées justement, et donc il y a pas. Pour moi, je perdais un peu de précision si je sectionnais en fait une partie de notre production. Donc il va y avoir beaucoup de photos. Voilà un de nos premiers projets qui est le festival de jardin de Chaumont-sur-Loire. Sans doute que vous connaissez. Hein, tous les ans, il y a un thème en fait. Et l'année à laquelle nous avons participé, c'était la mosaïculture, et on a dérivé très vite sur la moisiculture. Donc en fait, on n'a pas présenté. Voilà comment se présente le site. Hein. Ici, vous avez toute une série un petit parc, on va dire, avec des petites parcelles qui font autour de 250 mètres carrés. Et donc voilà, il y a un concours sur un thème, et quand on gagne, en fait, on construit le jardin.
Donc nous, c'est un jardin que nous avons auto-construit aussi pour valider ce qu'on avait essayé à toute petite échelle, à une échelle un peu plus grande, mais via encore une fabrication intuitive, spontanée, motivée aussi par la question du plaisir, voilà, le plaisir de faire en fait. Donc voilà, c'était un petit pavillon qui se positionnait plus ou moins au centre de cette parcelle-là. Un paysage, vous allez voir, qui est un peu presque un non-paysage, une mise en scène qui mettait plus en valeur, j'allais dire, notre petit pavillon. Hein. Donc c'était juste un passage à travers une sorte de membrane en dentelle dans laquelle on venait découvrir des petites moisissures. Donc ça c'est le passage en fait, le raccourci entre le passage du concept à la réalisation, qui est pour moi en fait l'exactitude parfaite de ce que doit être un architecte, c'est-à-dire une adéquation absolument réfléchie, absolument exacte entre l'histoire de départ et ce qu'on produit, sans qu'il y ait jamais aucune perte. Donc une vigilance extrême sur la conceptualisation et la production. Donc on avait pris nos petites meuleuses, nos petites scie sauteuses, et on avait loué une alcôve dans un bunker à Nantes, voilà, pour fabriquer ici une structure, une charpente qu'on ne voulait absolument pas confier à un ingénieur, sinon on n'aurait pas eu ces sections-là. Ici, à droite, un rouleau de mousse pour créer une condition, j'allais dire thermique, pour les micro-jardins que nous avions décidé de présenter. Et puis après, une sorte d'atelier de couture, en fait, spontané, avec ici la machine de ma grand-mère, là, qui était sur une palette. Et puis, on avait à déplacer 120 mètres carrés de dentelle qu'on avait fabriqué dans un petit atelier dans le nord de la France, qu'on a manipulé à 2 personnes. Donc, on a utilisé les techniques qu'on utilise sur les grands voiliers, avec des penons, etc., pour pouvoir manipuler ça et développer ça d'une manière où on ne risquait pas de déchirer la dentelle. Voilà, donc cette dentelle est mise sous tension grâce au contexte. Donc on a essayé de créer presque une condition parfaite pour accueillir ce petit bâtiment extrêmement léger. Donc via des détournements de matériaux, ici, ce que vous voyez ici, ce sont des bouquets bulles qu'on trouve chez des fleuristes, en fait. Donc c'est des petites pièces qui coûtent 1 euro pièce peut-être. Voilà, qui permettent via un fil qui vient s'accrocher sur le contexte qu'on avait fabriqué, c'est-à-dire des petits arbres calcinés, qui viennent en fait sous-tendre cette membrane. Donc voilà la vision apocalyptique. Donc effectivement les jardiniers des jardins de Chaumont ont trouvé ça très curieux qu'on demande des arbres et qu'on les calcine pendant une semaine. Donc qu'on fasse un sol en copeaux de caoutchouc pour avoir un rapport au sol aussi un petit peu troublant, aussi par rapport à un sol plan, dur, comme on peut trouver dans les jardins. Quelques petits pollux pour dire qu'on avait fait un peu de jardinage. Voilà, donc à l'intérieur, effectivement, il y avait un contexte favorable en fait vous allez voir, pour les petites moisissures, parce que c'était ça l'objet du jardin. Et puis à l'entrée, on voit pas très bien ici, mais voilà, il y avait quelques ronces où les enfants pouvaient venir prendre des mûres, des bosselles à papillons. Et puis à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est la question de la terminaison aussi, la question de la terminaison de la peau, les extrémités. C'est comme un peu le traitement des angles dans les bâtiments, en fait, en architecture, c'est souvent des délaissés. Donc il y a une attention particulière aussi à savoir comment est-ce que les choses se retournent. Voilà, donc là, effectivement, un peu comme s'il y avait une pulpe. Donc voilà, les jardins, en fait, on avait mis un point d'honneur à pas présenter un jardin, mais 350 micro-jardins. Donc on avait travaillé avec des microbiologistes de l'Institut Pasteur pour planter 350 petites moisissures de fromage, en fait. Et on a travaillé sur le substrat de ces moisissures pour qu'elles puissent se développer sur une période longue, et ce qui n'est pas le cas, en fait, en laboratoire, où il faut que ça aille très vite. Donc il y a eu un travail réellement de jardinage. Voilà, on retrouve aussi un sol là, qui prenait des empreintes de différents sols pour faire un patchwork. Donc voilà les micro-jardins. Donc il y avait un développement sur la durée du temps du festival, avec effectivement des couleurs assez incroyables. Autre projet de paysage, à une autre échelle, donc la baie de la Baule, pas très loin de chez nous, à Nantes. Voilà. Et puis un petit appartement en fait en copropriété qui se trouve sur cette pointe de Pin-Château. Voilà, donc un immeuble des années 70, un client qui achète un appart d'une vingtaine de mètres carrés, notre premier projet, 1 an pour le faire, avec une relation très étroite avec le menuisier. Et là, l'idée, en fait, c'était de dire qu'on en ait donné l'illusion, ce que je vous disais tout à l'heure, que cet appartement qui était tout petit allait être très grand.
Donc on a développé un système où on a repris les petites lattes de bois qu'on trouve sur le bord des plages en fait. Et en fait le plancher plus les petites constructions sont dans un seul et même matériau, c'est-à-dire la petite latte de bois laquée blanche. Voilà, donc ça permet en fait d'étirer l'espace et de ramener aussi la lumière au plus profond de cet appartement qui est mono-orienté, donc de pouvoir ramener la lumière jusqu'à la salle de bain au fond, et puis de venir fabriquer via ce plancher qui se déforme les quelques petites fonctions de ce studio, hein, donc un libreton bien sûr, une petite douche, un toilette, une cuisine et un placard. Voilà, donc effectivement là c'est un travail très attentif sur les jonctions pour ne pas voir effectivement les assemblages et qu'on ait vraiment la poésie en fait de se dire que ce plancher est soufflé et déformé et qu'on ne voit pas effectivement la manière dont il est fabriqué. Donc là l'image est un peu saturée, mais ici on voit les petites choses qui se retournent avec les petites coupes d'onglets, etc. Ici une porte en carbone aussi qu'on avait fabriquée, qui faisait 1 mm d'épaisseur. Des étagères en caoutchouc, un peu comme les personnages de Tex Avery qui viennent se cogner contre une porte puis qui glissent le long de l'escalier comme ça. Et puis ici, le libreton pour notre client qui part très tôt à la pêche et qui fait la sieste dans l'après-midi. Donc on lui a capitonné et on lui a fait une spéciale dédicace Joseph Beuys avec du feutre. Et puis ici les toilettes, voilà, qui présentent aussi les mêmes, avec un gain de place, donc toujours soucieux aussi de l'économie de l'espace. Moi, je pense que l'avenir de l'architecture est dans les petits espaces. Voilà, de rentabiliser en fait le moindre mètre carré. Et donc effectivement cet appartement en fait s'étire et il est bien délicat en fait de lui donner une dimension quand on est à l'intérieur et effectivement il fait 7 km de long. Donc on fait aussi quelques expositions, donc comme l'a dit Francis Rambert, on a fait le pavillon français, il y avait David Trottin aussi dans ce pavillon. C'était une belle expérience, on a bien rigolé aussi. Donc on présentait effectivement voilà, un peu nos maquettes, nos petits bébés sous berceuse. On avait une peur absolue on est quand même à Venise, donc on a fait un truc bien étanche. On s'est dit, s'il y a une inondation, au moins, les nôtres ne seront pas touchés, quoi. Et puis on avait comme contrainte d'exposer un échantillon échelle 1 d'un bâtiment qu'on avait fait. Nous, on avait fait que Chaumont, donc on avait dit qu'on ramenait des moisissures, en fait, pour contaminer aussi l'ensemble du pavillon. Voilà, on retrouve par exemple la maquette de la Schmiertzhaus. Donc ces maquettes appartiennent à la collection du Frac Centre maintenant. Voilà, puis il y a des fois on est invité par des centres d'art contemporain, on ne sait pas pourquoi. On nous demande souvent si on est architecte ou artiste. Franchement, on s'en contrefout totalement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si on est capable de faire une réponse à une question donnée, en fait. Donc après, ça prend le milieu de l'art, du design, de l'architecture, que sais-je. Voilà, nous, a priori, on est architecte, on paye une cotisation à la MAF, mais peu importe, on fait du projet, quoi. Voilà. Donc on a fait de la scénographie aussi. Là, par exemple, on a fait une scénographie, ça c'est le lieu unique à Nantes, ancienne usine Lu, hein, fabrication de biscuits, pas très loin du château des Ducs de Bretagne, où on intervient aussi en ce moment. Voilà, donc ça c'était un festival de livres. Il fallait ranger à peu près 15 000 ouvrages pour un petit festival qui dure 5 jours. Donc il fallait fabriquer des bibliothèques assez vite, avec des matériaux assez économiques. Et la question qui était posée, en fait, c'était la question déjà du patrimoine industriel. Et alors ce qui est étonnant en fait dans ce lieu-là, c'est qu'on ne se perd jamais en fait. Donc la plupart des expositions qui se situent dans ce grand hall voilà, n'ont jamais été pour moi à l'échelle du lieu, et du coup c'est toujours le lieu qui prenait le pas en fait sur les scénographies. Donc là l'idée première c'est de se dire mais je vais prendre un peu comme par orgueil en fait, dire mais moi je vais prendre le pas la halle va venir en second plan en fait. Voilà. Donc en fait on a fabriqué des grandes bibliothèques un peu comme des silos industriels. Donc en palissade de bois avec des cartons qui faisaient en partie basse office de bibliothèque et en partie hausse de caissons acoustiques, ce qui fait que dans une halle qui est extrêmement résonante, lorsqu'on rentrait à l'intérieur de ces silos, en fait on avait une acoustique qui était en adéquation avec la contemplation, la consommation
D'abord la contemplation et la consommation du livre, parce que c'est un festival où il fallait vendre des livres. Voilà. Après, voilà, des petites banquettes spontanées en sac de sable, des tables en feuillard de carton. Ça, c'était les images. Voilà. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est que on entendait des papa t'es où, je sais pas où t'es, je suis dans le silo 1, dans le silo 2, etc. Donc on a gagné notre pari en fait grâce à cette installation. Donc il y a aussi un engagement fort de dire dans un lieu comment est-ce que je me positionne en fait par rapport à ce lieu-là. Est-ce que j'y vais et je prends le dessus, ou est-ce que je mesure, j'allais dire, mon intervention pour avoir une juste équation en fait entre l'existant et l'intervention. Voilà l'ambiance. Et alors après, l'année suivante, donc cette scénographie a eu un franc succès, on va dire. Et l'année suivante, il y a eu un concours qui a été lancé, et Jean Blaise, qui dirigeait le lieu unique, était pas très convaincu en fait des réponses et nous a redemandé en fait de faire une proposition. C'est assez compliqué parce que en fait on nous reposait la même question. Alors, on peut se dire est-ce qu'on doit répondre 2 fois la même chose ou pas. Et intellectuellement en fait ça m'intéressait de me dire je vais essayer de prendre peut-être le contre-pied de ce que j'ai fait, essayer c'est presque un rafraîchissement interne en fait, en se disant est-ce que je suis capable en fait de le faire. Donc du coup on a refait une proposition et on a regagné une 2e année. Voilà, là en proposant plutôt des codes de la consommation, un peu avec des plafonds en origamique pour avoir encore une fois une acoustique un peu différente, des gabions de papier. Et puis là l'enjeu était presque un enjeu industriel, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des tables les plus grandes possibles avec les machines qu'on connaissait à l'époque de découte numérique pour essayer de récupérer les chutes, en faire des pieds, etc. Enfin, c'était presque un petit jeu, en fait, encore une fois, de maquette. Voilà, donc en fait, on était un peu comme des rainettes sur une mare à canard, et donc on pouvait aller de nénuphar en nénuphar, aller consommer, en fait, encore une fois, les nombreux ouvrages qui étaient proposés. Voilà, toujours avec des petits regards d'enfants, tout ça, c'est très attendrissant. Voilà, donc on fait aussi des extensions de maison. Donc, effectivement, celle-ci, qui fait la page de garde de cette conférence, la Chichi Odoshi House, qui est une surélévation donc d'un petit pavillon. Donc ici, on est là, petit point blanc. On est à côté de la cité radieuse de Monsieur Le Corbusier. Et donc ça, effectivement, c'est représentatif de la place de l'architecte, en fait, dans la construction de la maison individuelle en France. Peut-être le 1% culturel. Voilà, une forêt, en fait, enfin, c'est comme si tout le monde était habillé pareil, quoi. Je trouve ça terrible, en fait. Et donc, mon client avait cette petite maison-là, et on lui a proposé, effectivement, de développer l'extension pour ne pas manger sur le territoire, sur son jardin, qu'il aimait tant, aller dans le sens de la verticalité. Le PLU venait de changer, on avait le droit de monter à l'époque à 11 mètres, et il a rechangé, on peut monter à 12 mètres. Donc ce projet est un peu j'espère que ce ne sera pas la dernière pierre, mais c'est justement un peu la première pierre de la manière dont on peut se réapproprier en fait ces territoires-là, qui à mon sens peuvent être un terrain de jeu assez incroyable en fait. Pour nous les architectes, parce que je pense qu'on est à peu près les seuls à avoir un savoir suffisant pour réexploiter en fait ces petites briques de Monopoly. Donc après, comment est-ce que le projet s'est développé on a été dans une économie de moyens, donc on a essayé de faire la construction la plus étroite, la plus haute possible aussi, parce qu'il y a quand même une vue sur les jardins et on voit assez loin à l'horizon. Et donc on a proposé en fait un étage par enfant, 3 enfants, donc un étage ici, une petite salle de bain, un 2e étage, un espace commun et le 3e étage pour les enfants. Donc 1, 2, 3 enfants. Et puis espace partagé ici avec un escalier comme ça avec des grandes diagonales sur 11 mètres pour dire qu'à table, et là tout le monde entend. Petite règle urbanistique, la maison a été construite en dehors des règles actuelles de PLU, c'est-à-dire ou en alignement à 0 ou à 3 mètres. Là, on était dans un entre-deux. Et pour se conformer en fait à la réglementation, on a, plutôt que de construire et punir le voisin qui nous attaque aujourd'hui quand même, on a un procès. Donc on avait quand même on avait eu l'élégance de construire sur le pavillon existant et de faire un débord de toiture plus revisiter
la question de la gouttière, en fait, pour être en limite de propriété et conserver, en fait, ce recul pour ne pas punir le voisin, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà les façades. Façade sur rue, ce petit débord de casquette, la fontaine japonaise. Façade sur jardin, la petite fontaine japonaise que je vais développer un peu plus. Hop là. Donc voilà la gestion de la mitoyenneté. Ici, Francis, effectivement, puisqu'il était question d'une greffe, on a réellement greffé en fait la construction au-dessus de ce petit pavillon existant, un peu comme une coiffe de bretonne, avec une membrane en PVC blanche, un peu enfilée comme une chaussette en fait. Tout ça pour donner aussi l'idée d'une certaine légèreté en fait. C'est vrai qu'on venait coiffer ce pavillon avec quelque chose de léger. Les espaces intérieurs. Et puis ce système en fait de descente d'eau pluviale, donc qui récupère l'eau de toiture, puis par un petit système de trop-plein et de piscette, remplissent des tubes qui font 2 mètres de long, remplissent, etc., jusqu'à un petit bassin de rétention pour arroser le jardin. Je peux vous faire voir comment ça marche, comme ça vous allez regarder un peu la télé. Il faut être patient, c'est ça qui est beau. Là, ici, hop. Puis là, vous regardez en arrière-plan, puis après en premier plan. Donc vous allez voir ici, ça va basculer. Le voisin nous attaque aujourd'hui pour un trouble anormal du voisinage. Parce que c'est disgracieux, et parce que ça fonctionne quand il pleut. Alors qu'on n'est pas gêné, par exemple, par une cloche qui sonne d'une église toutes les heures, par une tondeuse qui fonctionne, un chien qui aboie, quoi. Et bien là, une fontaine un peu imaginative, en fait, crée un trouble anormal du voisinage. Voilà les espaces intérieurs, donc effectivement des espaces qui se ferment juste par des rideaux. Système de paillasses, donc, qui font office de lit mais aussi de bureau. Maison économique, hein, c'est 150 mètres carrés pour 100 000 euros. Voilà, autre petite construction, petite extension ici. Maintenant, c'est pas une tache blanche, c'est une tache noire là. On est en face d'un cimetière, on a fait une veuve. Donc c'est un petit atelier garage. Donc il faut des fonctions de rangement, il faut pour pouvoir rentrer une voiture pour faire voir à l'instructeur des permis de construire qu'on peut rentrer une voiture. Un petit atelier de couture, justement. Des petites façades sur le jardin, assez ouvertes, sur la rue, assez fermées. Un petit bandeau d'observation par rapport au cimetière. Voilà, et une petite veuve noire recouverte de caillebotis de caoutchouc qu'on utilise sur les paquebots de Saint-Nazaire, donc un matériau extrêmement résistant. Il y avait déjà une petite intention de gouttière ici pour dévoyer en fait. Voilà, le client ouvre sa maison pour vous la faire découvrir. Ici un détournement donc de petites toiles cirées achetées chez Myrtille, un petit magasin. Voilà, donc on a travaillé avec une couturière effectivement pour faire des patchwork, un petit espace qui cache tous les outils de la maison. Et puis ce petit rapport au jardin, ce petit tube là, tout vitré, avec un accès direct. Et puis dans le cahier des charges, il y avait la sortie de secours pour le chat aussi. Voilà, donc tout ça participe effectivement à un ensemble de détails. Et j'allais dire que dans l'architecture, c'est comme dans le cochon, tout est bon, il faut tout faire, quoi. Là, je fais voir ce petit projet-là pour l'abnégation en fait et le partenariat qu'on peut avoir avec les entreprises. Et qu'effectivement, il y a des fois, on relève des challenges que personne ne veut relever en fait parce que c'est trop compliqué, c'est trop long, on gagne pas d'argent. Voilà, donc là, c'est une copropriété de 3 étages. Il y a un dénivelé par rapport à la rue et pour accéder à l'arrière. Sur le terrain, le projet il est là en bas. Ben, il faut passer par un petit couloir ici qui fait 1 mètre et puis après il faut tourner à 90 degrés, voilà, pour virer 110 mètres cubes de terre.
Donc on a trouvé dans tout le département un maçon qui a bien eu l'audace de le faire parce que le projet l'intéressait. Donc c'est un projet qui tient à 2 cm de part et d'autre, sans vous mentir. Voilà, si l'appel n'était pas passé, c'était pas possible. Mais on a eu peut-être une vingtaine de refus d'artisans qui disent c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, vous n'y arriverez pas, personne ne le fera, il n'y a pas de mini-pelle, etc. Et donc Monsieur Mollet, lui, a relevé ce challenge. Il dit si, moi je suis l'as de la mini-pelle. Et donc il est rentré et il est ressorti aussi. Donc voilà, mon client avait cet appartement-là, il y avait une extension à faire sur le jardin pour créer des chambres. Donc là, le subterfuge, j'allais dire, c'était de creuser, effectivement, parce que vu l'étroitesse pour pas trop effectivement manger sur le terrain, l'étroitesse qui nous était proposée, c'était cet empattement-là. Et effectivement, on ne peut pas que le couloir passe devant les chambres. On a imaginé descendre dans un espace en longueur qui allait fournir plutôt les petites fonctions de toilette, dressing, etc. Et puis à l'étage, on prend 2 petits escaliers et donc on trouve effectivement les 2 chambres, donc qui surplombent le jardin avec un petit jardin d'hiver en surplomb, voilà, avec une salle de bain sur double hauteur. Donc voilà le mobil-home. Donc on a des fenêtres à galandage ici qui galandent devant le jardin d'hiver. Voilà le petit rapport au jardin. Donc on a récupéré, comme on a dégagé beaucoup de terre, mais à la fin il n'en pouvait plus. On en a laissé, on a laissé les big bags et puis il a planté des trucs dedans. Voilà, c'est le chien qui vous fait visiter. Donc là on est dans l'espace en longueur. Alors j'aime pas dire couloir parce qu'on n'essaie jamais de faire de couloir dans ce qu'on propose à nos clients, mais il y a parfois des pièces très en longueur, mais qui ont toujours un usage singulier. Donc voilà la descente, j'allais dire à la cave, mais... Et puis ensuite on grimpe dans ces petites chambres et on surplombe le jardin avec aussi une lumière zénitale pour arriver à ramener de la lumière dans cette configuration un peu exiguë. La question de la rénovation, ici, maison bourgeoise, mais qui avait perdu son caractère bourgeois. C'est-à-dire qu'elle était extrêmement cloisonnée, il y avait des studios même qui étaient loués à des étudiants, enfin on n'y comprenait plus rien au plan, on s'y perdait presque. Et donc c'est un couple de médecins qui a racheté ça et nous a demandé de réaménager en fait ce lieu. Donc ce projet s'appelle les Barrettes de Chic. Pour un médecin, quoi. Voilà, donc on a réaménagé le jardin, on vous fera voir après ce qu'on a fait, et puis donc là c'est un travail où de démantèlement, on a évidé une très grosse partie de la maison pour y voir plus clair, et puis on a suspendu ici des volumes dans le vide, qui sont distribués par un escalier vertical, donc on retrouve un peu les réflexions qu'il y avait dans la Schmurzhaus, avec sous comble une espèce de distribution anarchique des chambres des filles. Donc voilà, là encore une fois, la question de savoir où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on répare aussi. Donc il y a presque encore une question de couture là-dessus, ou d'opération chirurgicale. Et puis donc on a suspendu ces 2 grandes barrettes dans lesquelles on trouve la suite des parents avec salle de bain, dressing, chambre, et de l'autre côté un salon télé, un bureau. Et puis au dernier étage, la chambre des enfants. Très grand salon, donc sur double hauteur en partie basse. Et puis une sorte d'espace de service dans lequel on trouve, on verra au fond, un petit garage en fait intérieur, la cuisine. Donc là l'idée c'était pour retrouver ce caractère bourgeois, en fait c'était de trouver tout ce qui faisait je veux dire les codes en fait de la maison bourgeoise, la moulure, le capitonnage, etc. Mais fait avec des matériaux les plus pauvres possibles. Donc on a fait des moulures en aggloméré. On a pris des clous de chaussée ici pour faire du capiton. C'est une maison qui donne directement sur la rue, donc on trouvait ça marrant de détourner ça. Et puis là, l'escalier sécuritaire est fait avec des ceintures de sécurité. Voilà, donc après, il y a des espaces comme ça qui sont aussi... qui font frontière en fait les uns avec les autres, avec des cordages en chanvre. Tout ça, c'est du détournement de matériaux assez bête. Mais du coup, on a un espèce de calpinage... Daniel Buren, là, avec des jeux de reflets aussi. Ce personnage est en face, celui-ci n'est pas vraiment là, etc., qui sont assez intéressants. Voilà, donc dans ce type de projet, on est amené à tout dessiner, hein, y compris ce miroir sur pivot, les gammes de salle de bain en corian, les placards,
Dans certains projets, on dessine les poignées de porte, les interrupteurs, quand on peut. Voilà l'étage des enfants avec des portes molles. Vous savez que Dali avait prédit que l'avenir de l'architecture serait molle et poilue. Pour l'instant, on a fait le mou. On ne désespère pas de faire quelque chose en poil. Des tentures. Encore une fois, c'est de la couture aussi, encore une fois. Des détournements de voilerie aussi. Ça, c'est des toiles armées pour faire des salles de bain, des étanchéités de salles de bain. Et puis ces frontières un peu confuses. Des espaces. Il n'y a pas besoin de monter des murs, en fait, pour séparer des usages. Il suffit parfois de rien, presque. Voilà, la cuisine en grille de caddie, ici une table qu'on a appelée la table ta gueule. Ferme ta gueule, ouvre ta gueule. Ici, vous voyez les moulures en aglo. Et puis dans le jardin, on a fait d'autres prototypes. Plutôt que de faire un plâtelage bois, en fait, on a travaillé avec une entreprise de préfabrication qui avait fait des petits protos qui n'avaient pas été retenus pour le philharmonique avec Jean Nouvel, du béton scintillant, avec des microbilles en fait de verre, l'entreprise Nollet. Et nous, on va les voir assez souvent. Monsieur Nollet, il est là, ici, pour voir un peu ce qu'il fabrique et puis voir si on peut pas détourner des trucs. Et donc du coup, il était très déçu de ne pas avoir été retenu pour faire ses plaques. Et donc on lui a dit, nous, écoute, on a un petit client et on va fabriquer des tapis avec ton proto, là, on va voir ce que ça donne, etc. Donc c'est du béton fibré avec des microbilles de verre. Et selon l'incidence du soleil, en fait, ils se mettent à briller, un peu comme dans Aladdin. Donc là, il n'y a pas de lumière, désolé. Et puis donc du coup, on a fait il n'avait jamais fait de pochoir en fait sur ce matériau-là, donc on a fait un motif, on a essayé, ça marche. Voilà, là ici on voit que ça scintille un peu. Et puis on a fait l'abri de jardin aussi. Donc on a essayé de créer un fond noir pour faire ressortir les quelques végétations qui avaient déjà été posées. Donc c'est du détournement de défense de quai. Donc c'est plus l'idée de faire un fond neutre en fait. Voilà, donc ça recèle tout un tas de placards pour ranger la tondeuse, etc. Donc dans le cadre des optimisations, un autre travail qu'on a fait pour un psychologue dans son appartement, et son appartement avait été... donc il a divorcé, et dans le divorce, il a perdu sa femme, bien sûr, mais aussi la moitié de son appartement. Et dans cette moitié, il lui manquait la salle de bain et la cuisine. Donc pour la femme, c'était pas très grave, mais pour le reste des usages, il fallait qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc en fait, voilà l'appartement. Donc l'autre partie qui a été amputée ici, on l'a effacée d'ailleurs. Et donc là, on a choisi en fait nous nos lieux d'intervention. En fait, quand ils ont dit voilà, j'ai besoin d'une cuisine et d'une salle de bain plus d'une nouvelle chambre à coucher. Par contre, vous vous mettez où vous voulez. Donc et nous à l'entrée, ici, ça c'est le hall d'entrée de son cabinet qui se trouve ici. Il y avait une sorte de placard en fait de KGB qui servait à rien. Donc on lui a dit nous ça nous intéresse ça. Voir si on peut se contraindre en fait à l'espace minimum. Et puis dans l'autre pièce, on avait comme contrainte en fait d'aménager l'espace tout en lui conservant toute sa dimension, c'est-à-dire pas de cloison de recoupement, mais il fallait faire une chambre à coucher. Donc on a créé deux objets ici qui s'appellent la psychose et ici le baldatringle. Donc ça c'est un jeu effectivement d'imbrication. Donc ça c'est les plans, ça c'est les coupes. On a essayé d'optimiser le moindre centimètre carré pour essayer de mettre toutes les fonctions de la cuisine et en haut de la salle de bain. Donc volumétriquement, voilà ce que ça donnait avec les images de l'époque. Donc effectivement, là on est dans le hall d'entrée du médecin, on tire une espèce de porte-coffre-fort qui fait office d'armoire et on découvre à l'arrière en fait, parce qu'il faut que ce soit parfaitement étanche par rapport aux patients. Et voilà, donc tout est fait en tôle galvanisée, pliée et assemblée mécaniquement pour pouvoir faire du montage sur place. Voilà, des poignées en ressort. C'est une espèce de local machine. Et l'autre exercice, le baldatringle, qui est le fait d'organiser l'espace sans recoupement vertical. Donc là, ça a été un jeu de se dire en fait que j'allais dessiner les fonctions, écrire plutôt que dessiner, écrire les fonctions les unes à côté des autres sans jamais lâcher en fait la pointe de mon crayon dans l'espace. Donc c'est un tube en fait, et un tube qui dessine, j'accroche mon vélo, puis mon casque, puis ici je vais dormir, et puis là ça sera mon porte-bagages, et puis etc. quoi. Voilà. Donc tout a été modélisé, découpé au laser, pré-monté en atelier,
pour voir si ça fonctionnait, si ça tenait. Puis redécouper, puisque on est dans un immeuble et donc il fallait passer la cage d'escalier, et ressouder sur place et repoli. Et donc ici on accroche son vélo, on accroche son casque, son sac, sa petite penderie, etc. Mais on garde la totalité de l'espace tel qu'il est, voilà, le pot de fleurs. Et notre client l'a très bien customisé, il a accroché des petits écrans maintenant de projection, etc. Donc c'est un joujou en fait. Autre projet, donc là on est dans un quartier, attendez je ne retrouve plus en fait où il est mon projet, ah si c'est ça, en fait une ancienne école, elle est où, elle est là, une ancienne école qui a été divisée en plusieurs lots, et donc on a un de nos clients qui a acheté celle-ci. Donc là, le questionnement de ce projet, c'est la mixité en fait entre un espace public et un espace privé. C'est-à-dire que la singularité de ce programme, c'est que c'est à la fois un petit centre d'art contemporain, enfin disons qu'il y a un petit fonds documentaire sur l'art public. Donc à certaines heures de la journée, en fait, il y a des gens qui viennent chez vous pour se documenter. Donc à certaines heures, c'est un espace public et en même temps, c'est le lieu d'habitation de la famille qui doit comporter une cuisine, un espace de réception, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une maison, quoi. Donc là, l'idée, c'était non pas de hiérarchiser les espaces en les sectionnant verticalement, mais en les hiérarchisant horizontalement. C'est-à-dire que au rez-de-chaussée, lorsqu'on est de plein pied par rapport à la rue, on est encore dans l'espace public. Puis ensuite, en montant quelques marches, on va se positionner sur une scène où on est déjà dans une certaine intimité. Puis on va encore regrimper sur une autre petite scène. Et là, il faut clairement qu'on soit invité pour être dans l'espace privé. Puis ensuite, on passe à l'étage où là, vous verrez, on a positionné une tente qui retourne encore une fois à la question de la circulation dans des maisons, j'allais dire standardisées, où les pièces, quelque part, sont le résidu enfin, le couloir est le résidu des pièces. Et là, on a constitué le couloir pour que les pièces soient le résidu du couloir. Donc voilà comment ça se positionne. En fait, ici, on est dans la rue, on rentre par ici, on a organisé une scène, comme une grande scène de théâtre, avec des systèmes de rallonge, vous verrez, un peu comme une table familiale. Donc on garde son vélo, on grimpe quelques marches, on arrive à l'espace cuisine. Ici, il y a des petits plateaux amovibles, des petits bureaux amovibles, des toilettes. Et puis on grimpe par ce petit escalier. On arrive à l'intérieur d'une structure, comme une tente, qui recèle la salle de bain, le dressing, et les espaces, eux, pour dormir, le lit des parents, le lit des enfants, sont projetés en fait à l'extérieur. Je passe assez vite sur les coupes. Voilà la modélisation, et voilà le réel. Donc les gens viennent se positionner tout autour de cette grande table, hein, ça c'est en configuration publique. Donc il y a des chaises pour s'asseoir aussi. Là on voit les rallonges ici qui sont rabattues sur le mur, mais lorsqu'il n'y a personne, en fait, on récupère tout cet espace-là pour en faire un grand espace salon. Voilà les différentes configurations. Donc c'est un système assez simple, mais qui module l'espace à façon. Et lorsqu'on arrive à l'étage, donc on débarque à l'intérieur de ce lieu avec tout un tas de petites nouettes. Donc là, on a laissé la charpente apparente, parce que quand on a démantelé, on l'a trouvée assez charmante. On a rempli de laine de mouton, à l'époque on n'était pas en RT 2012. Et puis on a des petits coffres à enfants. Donc c'est un lieu qui va être revisité, parce qu'effectivement maintenant les enfants ont grandi, ils sont adolescents. Et donc ces clients nous ont demandé de revoir effectivement l'étage, qui fonctionnait bien quand les enfants étaient petits, et un peu moins bien maintenant que c'est adolescent, et qu'on a plus envie d'une certaine intimité, quoi. Ça c'était la chambre des parents. Et puis le fait d'avoir dessiné en fait cette espèce d'objet avec différentes alcôves, créer des petits lieux de salon. Voilà, donc même dans des espaces très ouverts, on s'attache via des petites articulations comme l'escalier, des petites choses un peu imperceptibles, des petits lieux où on peut être plus dans un certain recueillement. Au traîneau, au bord de la mer, ici l'île de Ré, cette maison-là, qui donne sur le quai, la flotte en Ré. Ici, une maison de pêcheurs du XVIIe, voilà dans l'état dans lequel on l'a trouvée. Et là, on l'a réparée, en fait, donc ça c'est la partie arrière une fois qu'elle était rénovée. Donc nous on s'est occupé de cette petite partie-là, y compris de cette petite annexe.
Donc là, on l'a réparé un peu à la manière des pêcheurs, c'est-à-dire vous allez voir, ça s'appelle patchwork à la flotte. Vous avez tous vu ces petites cabanes qui sont faites de briquets de broc avec des bouts de bateau qui sont récupérés spontanément. Voilà, nous on l'a fait ça, mais avec entre guillemets la science de l'architecte, quoi. Mais avec des matériaux assez pauvres, que sont du pin brésilien, du mélaminé blanc, etc. L'idée c'était de se sentir totalement en vacances avec un très grand espace libre, un espace hyper condensé, un peu comme un gros meuble qui recèle toutes ses cachettes. On pose ses valises, on range tout et on n'a plus qu'à rêvasser le temps éphémère de ces vacances. Donc voilà en fait la fabrication. Donc on a rapiécé ça un petit peu comme nos jeans déchirés lorsqu'on faisait du vélo quand on était môme, avec ces pièces-là, là, ou les coudes un peu usés. Le rapport à la mer. Et puis effectivement, tout ça se désarticule ou s'articule en fonction des usages, en fait, de savoir si on reçoit des amis, si on a envie d'être intime dans sa chambre, etc. Des poignées de valises. Voilà, des petits contrepoids qui permettent de fermer les volets intérieurs et de pouvoir s'isoler. On a dessiné les bureaux aussi. Ici, un petit bureau qui est fait en canage, qui rappelle le rotin des maisons de vacances, le rocking chair de notre grand-mère sur lesquels on aimait se basculer. Voilà, c'est toujours des systèmes assez bêtes, assez simples en fait, qu'on essaie d'utiliser. C'est vraiment pas savant en fait, c'est juste motivé par le plaisir d'actionner quelque chose et que l'espace change en fait. Alors après, on fait de l'habitat individuel. Donc là, je vais vous présenter cette petite maison-là. J'ai un client qui a acheté toute cette parcelle, qui a habité ici le temps du chantier. On lui a monté sa maison ici, puis il a revendu cette partie-là. Donc on est dans un petit centre-bourg, en fait. La mairie est là. Le cimetière encore. Très proche des cimetières, en fait. Hein. Même à Rebière, on était près. C'est dingue, ça nous colle. Il y a un message là-dedans, je sais pas quoi. C'est peut-être ma dernière conférence, j'en sais rien. Donc voilà, on a fait un plan, en fait, ça c'est une maison qui est un peu singulière aussi sur le dialogue qu'on peut avoir avec nos clients. Et en fait, le point fort de cette maison est l'option de cette maison. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, il y avait en option une piscine, mais sans trop être avoué. Et donc on en a discuté, et en fait je leur ai proposé finalement de mettre cette option au cœur de la maison. Parce que ça n'avait que des avantages en fait sur un terrain aussi grand dans nos régions. Je pense que en fait il serait allé que 2 fois dans l'année dans la piscine, parce qu'il faut nettoyer les feuilles, parce qu'il y a du vent, parce qu'une fois que on s'est mis en maillot de bain il pleut, donc on rentre dans la maison, etc. quoi. Et donc là voilà, l'idée c'était de la mettre au cœur de la maison, un peu comme un patio, et de pouvoir en profiter toute l'année. Donc on a une chaudière qui fait fonctionner et le chauffage par le sol, et qui réchauffe la piscine. Donc on a une inversion comme ça. Et donc l'idée, effectivement, c'était de pouvoir plonger un peu de partout dans cette piscine, qui est donc le cœur névralgique de la maison. Des façades souhaitées, pas austères, mais réglées, en fait, par la cliente. Elle m'a dit, je veux quelque chose de sobre. Elle m'a dit 2 choses. Elle m'a dit, je veux quelque chose de sobre et que je sois en vacances toute l'année. Voilà. Donc on a essayé de lui faire ça, et elle m'a écrit un courrier, effectivement, c'est la seule cliente de ma vie qui m'a écrit un courrier à la fin pour me remercier, parce que j'avais fait exactement ce qu'elle m'avait demandé. Voilà, donc ici, façade nord assez fermée, un petit peu comme un costume d'un mafieux italien avec des bandes noires, etc. Et puis côté sud, très ouvert, avec un rapport au jardin continu. Détournement, encore une fois, d'un petit matériau assez basique, du mélaminé. Des petites sortes de matériaux composites avec une feuille de mélamine. Et puis, effectivement, cette piscine patio qui permet d'articuler la maison et distribuer, en fait, les quelques fonctions de cette maison. Voilà, donc ici, au bout, là, on a les salles de bain qui donnent directement sur le plongeon. La chambre des enfants qui sont surélevées par quelques petites marches pour pouvoir aussi avoir une vue plongeante. Et plouf. Donc en fait, il n'y a pas une feuille, on est à l'abri du vent, ça donne que des avantages. Je m'étonne de ne pas avoir vu assez de maisons fonctionner sur ce mode-là. J'ai fait des recherches pourtant. On fait quand même des recherches, voir si les choses ont déjà été faites. Ça nous motive à voir si ça a déjà été fait, de voir si on peut trouver une autre réponse en fait.
Ouais, les espaces de circulation qui sont des lieux qu'on essaie d'enrichir de fonctions. En fait, ça c'est des petites tables en fait pour consulter Internet en famille. Voilà, le rapport au jardin. Un autre site à Sarzeau, donc dans le golfe du Morbihan. Donc là encore une fois, on est en terrain, j'allais dire, les architectes ne sont pas les bienvenus, en fait. C'est clairement dit. Hein. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, en fait, vous n'êtes pas le bienvenu. Donc ça, c'est peut-être le projet où on a mis le plus de temps à obtenir un permis de construire, c'est-à-dire presque 14 mois de négociation, pour faire venir un architecte conseil de Paris. Le Parisien, c'est une force de frappe que nous, on n'a pas, quoi, en fait. Quand c'est un Parisien, c'est un peu comme dans Manon des Sources, quand on fait venir le Parisien pour voir, voilà, moi je veux de l'eau de pluie, enfin bon, puis il y a l'expert qui dit oui, c'est bien de l'eau de source. Je sais pas. Quand c'est le Parisien qui parle, c'est toujours une force, voilà. Il qui dit si, c'est bien, ouais, ça va changer, quoi. Pour moi, c'est une, en fait, il y a pas de provocation en fait là-dedans. C'est que pour moi, c'est la maison bretonne d'aujourd'hui, en fait. Et c'est pas ça. Parce que ici, on a des grandes toitures avec des petits chiens assis, on voit pas là. Donc il faut monter sur les chiottes pour voir la baie. On a des toutes petites ouvertures alors qu'en fait on a besoin de lumière. Alors ici, il y a un pourcentage de granit à respecter en façade principale, puisqu'on est dans un espace bien sûr de représentation, on est dans un lotissement. Donc le granit, ça fait breton, quoi. Donc il fallait, je sais plus, 20 ou 30%. Au début, je voulais écrire 30% sur la maison en granit. Et puis finalement, je me suis dit que c'était pas une bonne réponse. Donc vous verrez, on a fait des portes en granit toutes lisses, quoi, comme une pierre tombale. Et donc nous, notre maison, vous voyez qu'elle est un peu différente, mais en même temps, elle est plus en relation avec le climat du golfe du Morbihan. C'est-à-dire, effectivement, là encore une fois, on est balayé par le vent. Donc là, nous, notre maison, elle est tapie au sol, elle est assez basse. Elle est encore une fois percée vous verrez, de plusieurs... je vais faire le plan, ce sera plus clair. Donc ici, alors c'est pareil, une espèce d'absurdité foncière. Ils vous vendent des terrains, mais on pourrait construire 3 maisons là-dessus. Enfin, tout ça sert à rien en fait. C'est une maison de vacances, hein, donc autant dire que s'occuper d'un jardin comme ça, c'est complètement débile. Bon, enfin bref. Et en plus, on vous demande de vous caler ici, quoi. Enfin, on peut pas aller là. Hein. C'est pas... Bon. Et donc en fait, voilà, c'est une maison encore une fois qui est dans laquelle on trouve plusieurs petites cours en fait. Donc une batterie de chambres parce que c'est une famille très nombreuse avec des grands enfants, maison de familiale. Hein, donc il y a pas mal de turnover. Donc chaque chambre a sa petite salle de bain, une très grande pièce de réception. Voilà, et puis une grande cuisine, et puis effectivement des petits lieux où on peut se réfugier pour être à l'abri du vent et puis contempler le ciel, avec au bout de la maison, en terminaison, un belvédère généreux pour voir la baie de Sarzeau. Donc voilà les coupes. On a posé des petits coffres ici sur le toit qui permettent en fait de sortir les baies en dehors de la maison. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du coulissant, on n'est pas sur de l'ouvrant, on est sur de l'éjectant. Donc il y a un petit moteur en fait, on appuie sur un bouton et puis en fait la baie sort de la maison et donc encore une fois on a un espace continu et on est en symbiose avec son environnement. Voilà les façades, les petites modélisations. Donc c'est une maison, mon client travaillait chez Lafarge, donc on lui a fait une démonstration de ce qu'on pouvait faire en béton. Il était très honoré, donc on a tout fait en béton, y compris les petites ganivelles en béton ici. Et puis ensuite on a... L'idée en fait de ce projet-là, c'était de fabriquer une maison comme on fabrique un pâté de sable. Donc on met du sable plus ou moins sec ou plus ou moins mouillé dans le pâté, on retourne, on enlève le pot et puis on a des petites strates de sable avec des nuances. Donc en fait on a passé après la maison à haute pression, ce qu'on appelle un gommage, et donc on a donné l'illusion en fait que cette maison avait été démoulée en fait. Donc voilà, tout ça c'est du béton, y compris les pare-soleils. Là, on reconnaît la grande cour sur laquelle donnent toutes les chambres des grands enfants. Le belvédère ici, les petits coffres qui reçoivent les baies en polycarbonate. Donc là, on a un beau jeu d'ombre et de lumière, bien plus riche, à mon sens, que ces fausses maisons bretonnes.
Il y a de très belles maisons bretonnes, mais des vraies maisons bretonnes, quoi. Voilà les pare-soleil. Puis ici, on devine effectivement le gommage, là. On verra mieux, je crois, sur une prochaine photo, mais où, là, ici, le grain du béton est un peu poivré, et puis plus on monte et plus il est lisse. Voilà ces grandes baies ici motorisées, qui permettent d'avoir le petit patio en extension du salon. Voilà mon pourcentage de granit, malheureusement acheté en Chine, puisque le granit était en Bretagne est 6 ou 7 fois plus cher, et donc on n'a pas pu, dans l'économie de projet, on s'est battu pourtant, pour essayer d'avoir une filière courte, mais voilà, l'économie de projet a fait que c'était presque plus rapide de l'avoir en Chine via un container et 5 fois moins cher que de l'avoir ici en France. Dommage. Ouais, donc on est tout le temps dans des espaces aussi traversants, essayer de ne pas créer de frontières en fait dans le regard et dans la perspective qu'on peut avoir du paysage, toujours des choses un peu continues, un peu sans fin. Ça, c'est une maison qu'on vient de terminer, donc c'est des photos encore un petit peu de chantier, j'allais dire. Pareil, une parcelle très longue, centre-bourg, encore une fois, à côté de la halle et de l'église, sur le boulevard principal de ce petit village, en fait, en face à un lycée technique. Voilà, puis une parcelle, encore une fois, un peu étroite et tout en long. Donc là, c'est le profil de la famille, et ce qu'on a exploité dans la mise en place en fait de la sociologie de la maison. C'est une famille recomposée et ils ont comme passion la chorale. Donc ça s'appelle la maison du chœur, mais comme un chœur de chorale. Et donc 3 fois par semaine, en fait, ils ont un petit groupe d'une vingtaine de personnes qui viennent à la maison et qui chantent. Voilà. Donc on a essayé d'organiser la maison autour de cette activité-là. Et encore une fois, et autre passion, la peinture. Donc madame organise des expositions de peinture à la maison avec des petits vernissages, et donc il y avait besoin en fait de simèse. Donc on a imaginé en fait des murs mobiles en fait, qui font office de grandes portes pour les quelques chambres qu'il y avait à fournir, et donc des murs mobiles ici qui viennent refermer l'espace et qui créent en fait des configurations dans la configuration. C'est-à-dire que par exemple quand cette porte est ouverte, cet espace-là crée un isolement par rapport à une autre activité ici. Donc ici on peut se réunir, faire de la chorale, et là les enfants peuvent avoir une autre activité, etc. etc. Donc on a un jeu de simèse en fait, dans cette espèce d'espace central, un jeu de simèse qui permet de moduler l'espace un peu à façon. Et puis sur le côté ici on a créé une sorte de petit hangar où on retrouve un atelier, beaucoup de rangements, le garage. Un mini hangar, une sorte d'homothétie de hangar en fait. Donc là, la façade est assez simple parce que vous allez voir que dans le contexte dans lequel se pose la maison, ça y répond bien. Et c'est juste un jeu de taille de fenêtre qui correspond simplement à la taille de l'usage qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand c'est une chambre, c'est une petite fenêtre. Quand c'est un espace de vie, c'est un peu plus grand. Et puis quand c'est vraiment un truc de représentation, c'est beaucoup plus grand. Donc c'est juste une mise en adéquation en fait entre ce qui se passe à l'intérieur et puis le langage en façade en fait. Donc c'est une maison qui se développe tout en long. Et puis on retrouve un peu une façade presque intérieure, donc avec ces grands systèmes de baies coulissantes et de grandes portes qui sont camouflées. Donc on a l'impression qu'on a un petit peu retourné la façade à l'intérieur de la maison et qu'on sait encore plus trop où est l'intérieur et l'extérieur. On le voit mieux peut-être sur cette coupe-là. Là ici on voit le petit hangar. Donc voilà, on est dans un espèce de faux langage vendéen, hein, encore une fois, une petite maison avec un toit de pente avec des tuiles. Donc nous on a refait un petit toit, un peu comme si il appartenait à la même famille. Puis c'est pareil, on a des portes un peu de différentes tailles qu'on retrouve comme un stigmate en fait sur notre construction. Ici, ça c'est pour prouver aussi qu'on sait faire des porte-à-faux. Donc ça fait un peu comme l'entrée des grands hôtels en fait. Il y a une espèce de grande banne comme ça qui vient accueillir les invités. Voilà, et puis donc on a des portes en accordéon, donc qui permet d'avoir un espace totalement traversant, donc y compris sur les façades
pignon, mais aussi à l'intérieur de la maison, où on a aussi tout un système de baies coulissantes, ce qui fait qu'on passe d'un espace à l'autre sans trop savoir en fait où sont les limites intérieures et extérieures de la maison. On a travaillé aussi sur un prototype d'enduit, c'est un enduit nacré, donc on y introduit de la nacre, ce qui crée un petit effet métallique en fait et qui répond à ce haut vent en métal. Donc selon encore l'incidence du soleil, la maison renvoie la lumière un peu comme l'intérieur d'une huître. Merde. Donc voilà ce grand espace de jeu. Et donc les simèses ici sont... Il y en a une ici, il y en a une là. Voilà. Donc tout ça est un peu effacé en fait via la disparition de tout détail, quoi. Donc il y a juste une toute petite tirette ici pour ouvrir les grandes portes. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait le moins possible de choses. Là ici, ça c'est la chambre des enfants. Et vous voyez, tout ça c'est une grande porte. Là on accède au petit patio. Et donc ce grand jeu de parois mobiles qui permettent effectivement de moduler à façon la maison. C'est un jeu en fait. Voilà la grande porte, et ça c'est la chambre des parents par exemple. Donc quand ils sont tout seuls, une fois tous les 15 jours, eh ben, ils s'offrent le droit d'ouvrir ce mur et puis de dormir dans une immense chambre. Voilà, on fait aussi du design. Donc ça c'est Francis Rambert on a parlé tout à l'heure. Donc on a travaillé ici sur un bâtiment de Nicolas Michelin où notre client a acheté le dernier étage de cette tour là, la plus près de la Loire, ici. Donc c'est pas le plus mauvais emplacement, entre nous soit dit. Alors ça arrive parfois, mais c'est un mécène en fait, ce monsieur Lemonnier. Il habite plus en France maintenant malheureusement. Mais c'est quelqu'un qui nous avait repéré en fait à la Biennale de Venise et pour qui on a fait 2 logements en fait pour lui, donc la maison à la flotte en règle que vous avez vue et ce logement-là. Puis on devait avoir d'autres projets après avec lui, mais malheureusement il est parti. Donc là il a acheté un plateau brut, il avait participé à ce que Nicolas Michelin effectivement puisse construire sur ce foncier-là. Enfin il était un peu promoteur immobilier on va dire. Et donc il s'était réservé le plateau du dernier étage. Donc on a eu une petite conversation avec Nicolas Michelin parce que la singularité de ce lieu, c'est qu'il y a une piscine donc au 6e étage avec une surcharge de 24 tonnes d'eau avec un avocat qui habite juste en dessous. Super exercice. Il y a eu une fuite, mais qui n'était pas liée à la piscine. Mais alors là, du coup, on avait des auréoles sous les bras comme ça en disant ça y est, c'est la fin. Et en fait, c'est un plombier qui avait percé un tuyau, mais dans l'épaisseur des murs de la copropriété, en fait. Donc ça n'a rien à voir avec la piscine. Donc là, en fait, le projet, c'est que tout est là, en fait. C'est quand vous arrivez sur un plateau avec une vue sur 360 degrés sur la ville de Nantes, en l'occurrence, eh ben, j'allais dire que le challenge, c'est d'être l'architecte le moins mauvais possible et de se dire que la qualité principale, c'est la vue, c'est le paysage et que tous les aménagements qu'on allait amener pour pouvoir vivre à l'intérieur de ce lieu-là puissent être le plus effacés ou tout du moins correspond avec la skyline de la ville, que les meubles touchent le moins possible le sol et le plafond, voilà, qu'il n'y ait pas de rupture en fait visuelle pour conserver la qualité intrinsèque en fait du lieu. Donc on a disposé tout un tas de mobilier en fait, on va appeler ça c'est un peu du design architectural à cette échelle-là. Donc du mobilier multifonction, donc on a qui regroupe ici un lit de travail, la cuisine, la table de réception, encore une fois un libreton, un bureau, une piscine ici. Qui était une piscine, un peu de rééducation, salle de bain, chambre, etc. Enfin, voilà. L'idée, en tout cas pour nous, c'était d'inventer un mobilier ou un aménagement qui puisse être en relation étroite avec son paysage. Donc tous les cloisonnements sont en verre. Paradoxalement, ça crée une intimité absolue parce qu'il y a tellement de reflets quand on superficie les couches de verre qu'il y a des fois... quand on est dans cette espèce... nous, on a appelé ça des vivariums. On a vraiment pensé à l'iguane qui a sa feuille de salade et sa branche. Donc là, nous, on a un peu fabriqué la branche et la feuille de salade pour notre client. Et effectivement, quand on était dans un espace et dans l'autre, il y a des fois, on ne se voyait pas tellement il y avait de reflets.
Donc ça, c'est la mise en scène du photographe qui disait que c'était un appartement qui tue. Donc pour pas faire rôle de gare, ici, encore une fois, on a essayé de trouver des jonctions de verre qu'on n'a pas collées, mais qu'on a liaisonnées en fait, via des petits corsets, en fait, façon haute couture. Vous verrez ici un système d'escalier aussi qui est monté sur vérin. Je vais vous faire une petite démo. Et puis voilà, un mobilier qui essaie d'être un peu flottant dans le paysage qui noie cet appartement-là. Donc un très beau encore partenariat avec une entreprise de serrurerie, entreprise Ça Marche, avec 2 ouvriers formidables voilà, qui ont fait des prouesses, je pense, de serrurerie. Donc voilà ce que ça donne. Donc effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, dans cet appartement-là, par exemple, on a dessiné les petits interrupteurs, là, les espèces de petites choses molles qui descendent. On tire sur des petits bouchons de pêche, puis ça allume tout l'appartement. On a du copeau de caoutchouc au sol, ici, pour reprendre l'idée qu'on a fait une voirie, en fait. Donc l'idée de la rue, essayer de reprendre le vocabulaire de l'espace urbain pour le réinjecter dedans, pour dire que tout ça, c'est un peu un tout en un. Des poignées qui ressemblent à des ventouses pour porter le verre. Tout ça, c'est une poétique complète, en fait. Ça participe de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir maîtriser son histoire et que le détail est la touche finale de l'histoire. Et que si on loupe ça, en fait, ça peut tout faire basculer du côté obscur. Donc là, les plafonds, les murs, ils étaient en stuc aussi pour ramener encore du reflet par rapport à la Loire. Donc ça, c'était notre lit breton façon Stanley Kubrick ou Courrèges. Tout en tôle pliée, laquée. Ça, c'était la mode un peu des baggy street, quoi. Donc on a fait des armoires un peu comme des baggy, en fait. En toile enduite, y compris la baignoire, etc. Des miroirs sans teint. Voilà, ça reprend un petit peu la skyline, vous voyez, ça touche. Sur un meuble qui fait 15 mètres de long, ça touche 2 fois le sol. 3 fois, pardon, je suis un menteur. Voilà la rue. Les systèmes de penderie. Le sol qui remonte. Chambre à coucher. Piscine. Alors c'est un projet de frimeur. Hein. La piscine municipale, elle est là. Hein. Donc c'est vraiment... bon. Et puis donc il y a un solarium sur le toit avec une trappe motorisée. Et donc on a imaginé avec un fabricant de motos, en fait, un système d'escalier amovible. Donc qui permet, en fait, lorsqu'on n'accède pas au solarium, de pouvoir libérer l'espace du couloir pour que ça devienne autre chose, en fait. Donc ça, c'est une inspiration, par exemple, directe d'un film des années 50 que vous avez peut-être vu, Viking, avec Kirk Douglas. Donc, il y avait un jeu, en fait, quand le drakkar arrivait dans son village, les marins, en fait, marchaient sur les rames et tombaient à l'eau. Donc voilà, l'idée, c'était de faire des espèces de rames de drakkar, en fait, qui étaient articulées un peu par magie, quoi. Donc c'est de la résine massive, avec un squelette en acier. Et puis après, voilà, les jeux de reflets, je vous parlais, en fait, avec des espaces qui disparaissent. Des sortes de plantes en végétation qui viennent se noyer dans le fond de décor. Donc, il y avait un meuble à caser, qui était un meuble de Garouste et Bonetti, qu'on a positionné d'une manière un peu muséale. On lui avait créé des petits pieds comme ça, voilà, pour le mettre en vitrine. Micro-musée. Les murs sont courbes, évidemment, pour éviter de s'accrocher dans des angles de verre. Voilà ce que ça donne la nuit. Voilà. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand même tout ça, quoi. Un peu d'habitat collectif, pour terminer. La rue Rebière, bon, vous avez entendu parler. Hein, donc c'est une petite rue qui fait 600 mètres de long, c'est ça ? Qui jouxte le cimetière des Batignolles.
Donc là, je remercie publiquement David Trottin de nous avoir invités, d'ailleurs à de nombreuses reprises, et pas seulement que pour la rue Rebière, mais aussi à de nombreuses expositions. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu de monde pour remercier les gens, en fait. Et voilà, donc on est extrêmement reconnaissants, enfin David Trottin et Anne-Françoise Jumeau, extrêmement reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous, ce qu'ils nous ont souvent fait participer à des aventures. Et ça, c'est un peu le seul marché public en fait qu'on a eu, et c'est grâce à eux. Et donc, voilà, on te remercie publiquement de tout ce que tu as fait pour nous. Et on sait que c'est sans intérêt aucun, que la passion de l'architecture et une envie folle de partager des trucs. Donc, voilà, nous, on est fiers et contents d'avoir toujours répondu présent. Mais voilà. Donc, effectivement, cette opération est totalement atypique, puisqu'elle a fonctionné sous forme d'un workshop négocié où on a pu se partager en fait, c'est-à-dire se segmenter une partie du territoire pour venir poser chacun des petits logements d'une vingtaine d'appartements, on va dire. Donc on a eu aussi l'immense... donc c'est une aventure formidable en fait, bon, qui se termine pas forcément très bien maintenant parce qu'on a eu une entreprise, comment dirais-je, foireuse, qui a un peu fait merder le projet, en fait, in fine. Mais ça reste quand même une expérience assez incroyable et sur plein de plans. D'abord, on a côtoyé plein d'archis avec lesquels on a beaucoup appris de choses, quoi, et notamment Stéphane Maupin aussi, qui a une adresse, à mon avis, inégalée sur la manière de détourner, en fait, ce qu'est un programme. Des gens absolument adorables, Axel André, Xavier Brunkel, Atelier Provisoire, etc. Enfin, c'est une aventure assez dingue quand même, je pense. Et donc voilà, donc on s'est partagé le territoire et nous on a eu l'opportunité de pouvoir réfléchir pour la première fois en fait à ce qu'était du logement social. Et donc on a essayé sur cette opération de bouleverser quelques petits codes, quoi, que peuvent être la manière d'organiser du logement jour-nuit, où on a essayé de décaler ça, nous, sur plutôt concevoir un espace confort, un espace technique. On a essayé de revisiter la question du hall en proposant plutôt, non pas des espaces fermés, mais des sous-faces de bâtiments. Et puis, on a aussi essayer de combiner, puisque c'était la richesse de cette opération-là, c'était de pouvoir travailler avec d'autres architectes, de pouvoir proposer en fait des bâtiments qu'on a séparés en fait. Donc nous on est ici et là, et on a pris en étau, on va dire, d'autres architectes, ateliers provisoires, qui ont une autre écriture architecturale, qui ont une autre manière de voir le logement que nous, on pouvait l'imaginer, etc., pour essayer de créer une mixité, en fait. Voilà. Donc, plutôt que de prendre une parcelle tout seul, on a combiné avec eux pour essayer de créer une sorte de territoire un peu autre, quoi. Ça a eu un autre petit avantage, c'est que le fait de grouper, en fait... nos bâtiments, on a pu gagner une cage d'ascenseur, et puis dégager aussi plus de terrain en fait au sol. Donc ça c'est les petits prototypes qu'on fait chez soi à la maison avec sa scie sauteuse, et ça c'est la transposition du réel. Donc là, ce qu'on a voulu faire, et ce qui était un peu mal interprété, et c'est aussi pour ça qu'on est un peu en bis-bis aujourd'hui, mais on a voulu faire plutôt un bâtiment qui fonctionne, puisqu'on est à côté du périphérique, comme un mur anti-bruit, en fait. Et ça a été taxé de mur végétalisé, alors qu'en fait, le végétal était pour nous plutôt un petit piège à son. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans les petites alcôves ici, il y avait des petits sacs qui étaient remplis de petits graminées. Mais l'idée, c'était de faire quand même, puisque c'est directement issu des bords de périphérique, vous savez, ces petits murs, ces petits blocs de béton qu'on appelle les loffels, qui sont remplis de terre et qui permettent d'absorber en fait l'acoustique des véhicules. Donc nous, on a emprunté en fait ce vocabulaire-là ou cette poétique-là à ce bâtiment-là. Et aujourd'hui, on nous reproche que ça repousse pas assez, c'est vrai, mais ça a été planté par des gougnafiers, et donc effectivement, ça marche pas très bien.
Bon, ça c'est la haine. Ou les tours maliennes aussi, donc on a des inspirations aussi des consoles comme ça qui viennent se pointer en fait dans nos espaces de circulation et technique. Alors vous avez vu qu'il y a deux vocabulaires différents. Hein. Il y a un vocabulaire ici donc de murs acoustiques qui est l'espace confort dans lequel on va trouver les chambres et les salons. Et puis l'espace technique dans lequel on trouve les terrasses qu'on peut s'approprier, et puis les entrées, les salles de bain et les cuisines. Voilà, donc c'est une sorte de carrelage surdimensionné qui dit voilà, la technique c'est là, on concentre tout, et puis là ici on a la partie confort. Donc là ici on voit on a un petit plot R+4 qui fait le vis-à-vis avec Stéphane Maupin, et puis ici notre cage d'escalier qui distribue les bâtiments d'ateliers provisoires. La question des halls d'entrée, donc ici c'est plutôt, comme je l'ai dit, des sous-faces de bâtiments dans lesquels on peut discuter. Voilà, c'est un peu le prolongement de l'espace public. On conçoit aussi beaucoup nos lieux ou nos architectures en fonction d'un parcours, en fait. Donc pour nous, c'est important d'imaginer dès le début ce que va être la jonction, enfin le parcours du trottoir, puis parcourir un petit jardin, être à l'abri de la pluie, prendre son courrier, monter une cage d'escalier, arriver sur une coursive commune, ouvrir son portail personnel, s'approprier sa terrasse, puis rentrer ensuite dans la maison avec crescendo, je pose mon cartable, mes affaires, etc. Je me lave les mains ou je sais pas quoi, et puis je vais regarder la télé, et puis je vais dans ma chambre. Voilà la question de la sous-face. Les celliers, donc toujours un travail un peu sur les perspectives, voilà, c'est une machine. Bon, les logements. On a hérité pas mal de petits T2, nous. Dans la répartition des programmes, il y en a quand même. Il y a eu des répartitions qui étaient plus. Enfin, avec des appartements plus grands, qui étaient peut-être plus. Je sais pas. Bon, c'était bien les T2 aussi. Voilà. Et puis l'actualité, pour terminer. Eh bien, aujourd'hui, en fait, on continue cette même diversité de commandes. Là, on est sur l'île de Nantes, pas de justice de Jean Nouvel, l'appartement ici qu'on avait fait, là, tac. Et là, on a hérité, en fait, d'une petite halle Alstom, ancien site Alstom, tac, qui va être transformée saucissonnée, en fait, en plusieurs petits blocs. La future école des Beaux-Arts que va faire Franklin Asie, que vous devez connaître. Ici, un petit pôle universitaire que vient de gagner FinGapel. Ici, un pôle numérique dont on s'occupe. Donc, c'est 6000 m² de bureaux, avec des pépinières d'entreprises, toutes liées aux activités numériques. Et puis encore de l'eau ici, un futur restaurant que va faire DLW, une autre agence à Nantes, et là, un lot qui n'est pas encore attribué. Donc ça pose... J'ai pas le droit de vous faire voir d'images, parce que la conférence de presse nationale est à la fin du mois. Donc je ne peux que vous en parler. Après, voilà l'intérieur. Ça pose la question du patrimoine industriel et plus globalement du patrimoine. Qu'est-ce qui fait patrimoine? Pour moi, ce qui fait patrimoine, c'est ce qui a une potentialité. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on a répondu? En 2 points, sans trop vous en dire. On n'a pas eu un regard justement patrimonial industriel dans le sens où, j'allais dire que habituellement, et c'est ce qui se passe aussi dans l'école des Beaux-Arts, et je balance un peu, mais... Et puis à l'université, c'est-à-dire qu'on sacralise en fait l'atrium central, comme dans la plupart des cas, et puis on traite les ailes en fait. Voilà. Et puis on garde un grand vide central inutile, la plupart du temps, comme un espace de représentation presque. Et alors moi je préfère l'espace vécu à l'espace vu. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de vivre un espace que juste de le voir en fait, de le ressentir. Donc nous, on s'est approprié beaucoup le milieu. Donc on a fabriqué ce qu'on a, puisqu'on est dans un site Alstom, 2 gros moteurs, dynamisant en fait ces pépinières d'entreprise. Donc c'est des vrais lieux assez chaotiques qui vont permettre effectivement de distribuer des bureaux, mais dans tous les sens de l'espace,
et donc habiter le milieu à différents étages. Voilà ce que je peux vous dire. Et à l'extérieur, pour la peau extérieure, la vêture, on a répondu au sismique, parce qu'on est dans une région sismique, en créant déjà les fissures qu'il allait y avoir. Voilà. Donc on a pris de l'avance et on a craquelé le bâtiment pour se dire que si un jour il y a un tremblement de terre, les fissures sont déjà là. On travaille aussi pour le château des Ducs de Bretagne. Donc ça, c'est un petit projet de réaménagement intérieur pour l'accueil et la librairie. Un projet qu'on doit livrer en juin. Et là, on a proposé un kit, en fait, un kit de meubles, un peu comme une valise, parce que tout ça est chapeauté par ce qu'on appelle le voyage à Nantes. C'est une espèce de super office du tourisme. Et donc, on propose, en fait, dans le cadre de ce réaménagement, une maquette, en fait, une sorte de maquette à monter soi-même, avec des pieds supports qui vont être identiques à tous les usages, et puis ensuite des sortes de mèches à fonction, un peu comme une perceuse, vous savez, on peut changer les mèches si on veut percer du béton, du métal, etc., quoi, ou fraiser quelque chose. Et donc, voilà, on propose des bibliothèques, des présentoirs, des porte-cartes postales, etc. Et donc, on vient, donc vous trouvez ça ici. Donc, c'est un mobilier unique pour l'espace d'accueil et pour la librairie. Il y a juste à changer, en fait, les accessoires. Voilà. Donc c'est des trépieds, donc tout ça est fabriqué en métal, et puis après il y a tout un tas de panneaux d'information. Ça s'appelle les révolutions du château. Voilà ce que ça va donner. Donc on fabrique aussi des petits luminaires portatifs, un peu comme des vélos en fait, avec une canne. Et donc on peut accéder à ces différentes mèches. Voilà, on continue nos maisons aussi. Donc encore pour un couple de médecins. Une maison en espalier qui fonctionne en bande, comme ça. Hop. On voit en coupe qu'il y a des petites marches, comme ça, clac, clac, clac. Donc on va d'un point haut de l'entrée à un point bas au jardin. Donc on s'ouvre vers le paysage, un peu comme un entonnoir couché. Et puis, il y a encore un espace ici qui vient faire respirer la maison, la densification de la maison et puis les entrées de lumière. Et puis des espaces, j'allais dire presque non affectés, parce qu'en fait ils sont tous traités avec des grandes baies vitrées, etc. Donc la chambre est là, mais en fait elle pourrait être là. La salle de violoncelle pourrait être là, mais et remplacer le bureau ici, etc. En fait, donc ça donne une grande liberté d'usage, avec ici un travail aussi sur un pare-soleil qui reprend en fait une sorte de mouvement d'oiseau, en fait, comme les premières décompositions d'images des frères Lumière, en fait. Voilà, donc on a 200 petits profils en métal qui vont venir fabriquer ce pare-soleil au plus précisément de l'étude thermique que l'on doit dans ce cadre de projet. Voilà, puis une façade sur rue totalement absente, austère, je sais pas quoi. Encore une plus petite maison pour un gendarme. C'est pour ça qu'on a fait un chapeau ici, un chapeau de gendarme. Non mais c'est débile en fait l'architecture, ça fait de blagues. Hein. Voilà. Donc en fait, ça c'est un petit jeu aussi de densification, en fait un jeu de plan. C'est plus fabriqué comme un gros meuble en fait qui a ensuite une sorte d'enveloppe parapluie. Hein. Donc on va utiliser ici des plaques de plastique qui sont matricées, voilà, pour faire une sorte de jet en verre. Et donc là, ici, effectivement, c'est plus un jeu, encore une fois, d'un meuble qui se déploie dans un vide maîtrisé en fonction de l'économie du projet. Et donc on va trouver effectivement plein de petits usages en fait sur plein de petits plateaux qui se déploient dans l'espace à plein de niveaux très différents. Donc même dans des tout petits espaces, on essaie de créer une diversité et une espace de joie de vivre, quoi. Et puis un des derniers sujets aussi, c'est qu'on fait une péniche aussi. Réaménagement d'une péniche, où là, on a essayé de travailler sur la modularité. En fait, on a essayé de faire du mobilier ballast. Effectivement, souvent, ce qui est un peu pénible dans les péniches, c'est que voilà, une fois que les espaces sont figés, on se retrouve avec des grands couloirs et des choses comme ça, et on ne peut pas bouger les choses. Et nous, ce qui nous a amusé, en fait, c'est de créer en fait un lit sur roulette, des étagères sur roulette, des salles de bain sur roulette. Voilà, donc du coup, on peut tout déplacer.
Et en fonction du cahier des charges qui nous avait été proposé, puisque il y a des locations de chambres d'hôtes, etc., en fait, on peut retrouver des espaces salons quand on tire le lit, enfin, etc. Donc c'est un jeu, effectivement, de plein de petites choses qui s'imbriquent et qui se décalent, quoi. Et voilà, c'est fini.